Salut à tous, c'est moi Tariq pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour tester le Turbobi 120 RS V2, un petit two-speak de chez E-Flite compatible 4S. Donc le Turbobi Design by E-Flite est livré dans cette petite boîte en carton sur laquelle on retrouve seulement cette inscription. Turbobi 120 RS, il n'y a pas écrit V2. J'avais posté en petit teasing une photo sur les réseaux sociaux qui indiquait que c'était le 120 RS V2 et E-Flite m'a répondu en me, entre guillemets, me narguant que eux avaient un vrai V2, que c'était pas un V2, avec une photo d'un châssis avec des bras renforcés. Je ne sais pas pourquoi chez Banggood celui-ci était référencé V2, en tout cas il est toujours au moment où je tourne la vidéo. Et quoi qu'il en soit, voilà, on a donc une version 4S. Je pense que c'est la version 4S qu'ils ont appelé V2 sur Banggood. BNF avec une canopie bleue et un XM+ à l'intérieur. Ensuite, voilà, sur la boîte, on retrouve les réseaux sociaux d'E-Flite et rien de particulier. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, sur le dessus, on retrouve une mousse qui vient protéger l'ensemble. Ensuite, on a une très brève notice qui indique principalement le sens de rotation des moteurs et donc dans quel sens mettre les hélices et quelques notions de sécurité, une petite checklist à effectuer avant de décoller, des notions que normalement vous connaissez et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à lire nos différents articles sur le blog. Ensuite, dans la boîte, on retrouve le quad déjà avec ses hélices, donc c'est pratique, il tient dans la boîte avec ses hélices. Par contre, on peut pas mettre de base les petits supports d'antenne qui ne sont pas montés. Rien ne vous empêche de creuser la mousse ici pour pouvoir le rentrer dans la boîte avec les supports d'antenne. Donc ça, je trouve plutôt pratique. Une fois qu'on a ouvert la boîte, là on avait le petit cache pour pour protéger la caméra. Donc je l'ai enlevé évidemment. Et un petit peu de spare. Donc on retrouve 4 hélices. Donc bon, moi je les ai déjà changées, elles sont un peu abîmées et tordues. 4 hélices, un petit strap, donc voilà les hélices, on y reviendra après. Un petit strap E-Flite à la bonne taille pour venir maintenir la lipo sous le quad et de la visserie, uniquement des vis. Et encore une fois, comme sur le Twosshawk, premier ou deuxième vol, j'ai perdu une vis, une seule vis pour l'instant, mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas un petit peu de frein filet ou quelque chose qui tient mieux ou un quad qui vibre un peu moins. Bref, voilà, ça c'est le contenu de la boîte. On va pas s'y attarder plus que ça. Ce qui va nous intéresser, comme d'hab, donc on va se décaler un petit peu pour mettre quelques DVR. Et donc le quad en lui-même. Déjà, je trouve que niveau design, personnellement, je trouve vraiment à tomber. Il est stylé, racé. Enfin voilà, il a de la gueule. Il paraît frêle. Je vais pas vous cacher que quand on l'a en main, ça paraît très frêle. Ceci dit, c'est robuste. Encore une fois, comme le Twosshawk, c'est plus robuste que le HX100. Mais j'avais crainte. Après, j'ai eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux qui m'ont dit que ceux qui l'avaient lui avaient fait encaisser quelques chocs assez brutaux et que ça cassait pas comme ça. Il faut dire que moi aussi, je lui en ai fait voir des belles gamelles et pour le moment, j'ai strictement rien cassé. Ce qu'on peut faire rapidement, comme quad sous la main pour comparer, j'ai le Twosshawk. Donc voilà, en termes de gabarit, je crois que le Twosshawk, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'était un 110 aussi, ou un 100. Ouais, bref, on va le voir vite. C'est peut-être un 105. Bref, lui, on est sur une classe 110 cm entre chaque moteur en diagonale. Donc voilà, c'est à peu près le même encombrement, pas du tout le même look. Et si on parle juste de look, clairement, je préfère l'E-Flite. Et juste comme ça, à titre de comparaison, j'ai un petit tiny whoop entre guillemets à l'ancienne. Voilà, c'est pas beaucoup moins encombrant, franchement, voilà, ça se vaut. On est sur du 75 et là sur du 100. On n'a pas les carénages, c'est ce qui fait que c'est moins gros. Donc on met de côté le trash can. Revenons au Turbobi. Donc le Turbobi, le carbone, donc je vous disais, il espace les moteurs de 110 mm et il mesure, alors là je sais pas comment je vais pouvoir faire, on va le prendre là. La bottom frame unibody, voilà, elle est donnée pour 3 mm d'épaisseur, c'est un petit peu moins, donc si, comme je vous le disais, une bottom frame unibody, si on casse quelque chose, il faut changer tout et pas seulement un bras. Encore une fois, ça a l'air relativement solide. Ensuite, tant qu'on est sur la frame, les bras, ce que je trouve dommage par rapport au HX100 notamment, des two-speak que j'ai eu en main, c'est celui qui protège le mieux les moteurs sur les chocs. On n'a pas d'escroissance ici. Donc on peut voir que les bras ont carrément tous morflé. Parce que de toute façon j'ai fait du bandeau. Les moteurs n'ont pas encore cassé. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils ne soient pas protégés un petit peu mieux. Ensuite donc, sous le châssis on retrouve le strap à lipo, donc qui est fixé sous l'électronique. A priori on peut le changer si on le casse
sans enlever l'électronique, mais il faut faire attention à pas enlever de petits composants en dessous s'il y en a. Ouais, il y en a quelques-uns. Donc l'idéal quand même c'est de desserrer au moins un petit peu la stack pour pouvoir venir mettre le strap à lipo. Et la lipo, contrairement au HX100, elle est protégée par un petit lipopad gélatineux qui n'est pas collant, mais au moins si on vient coller la lipo, d'ailleurs on va en parler tout de suite des lipos. Oh là, d'ailleurs celle-ci j'avais pas fait gaffe, elle a pris un choc aussi. Donc il conseille des 4S 450 mAh. Donc la lipo on vient la caler comme ça, voilà, ça fait pile poil la taille du châssis. Donc j'ai acheté deux lipos Tattoo, donc des 450 mAh 75C, donc des 4S. Voilà, on les pèsera aussi parce que je sais pas du tout quel poids elles font. J'en ai pris deux des Tattoo, hop. Et j'ai pris ce qu'il y avait de disponible chez Banggood, des Ministar 4S 450 mAh aussi, et ce sont seulement, entre guillemets, seulement 60C, donc de chez CNHL, un petit peu plus encombrante que les Tattoo, voilà. Pourtant c'est la même capacité, le même nombre de cellules. J'en ai pris que deux, parce que voilà, c'est un petit peu plus cher quand même que les lipos pour en 2S, mais de toute façon, je vous avais fait une vidéo de présentation et de giveaway de ce petit outil qui était blanc d'ailleurs, qui n'était pas de chez Toolkit, c'était la version de chez Hobbycool. Et ça faisait plusieurs vidéos et sessions de bricolage que je faisais dans mon atelier et il me manquait. Franchement, je trouve que c'est super pratique et là je me le suis racheté, ça me permet de bricoler facilement et j'adore la possibilité de pouvoir brancher jusqu'à des lipos 6S pour ensuite avoir des tensions de sortie qu'on choisit entre 1 et 6S et pareil l'ampérage qu'on peut choisir. Donc c'est super pratique, je m'en suis racheté un et du coup j'emmène des lipos, plusieurs lipos de 2000 mAh et dès que j'en ai vidé une, je la mets en charge, le temps de faire les autres et de laisser les autres voler. En général, je peux facilement faire 8 lipos sur une session, donc ça c'est plutôt pratique. C'est une petite aparté, mais je tenais à dire que ce petit accessoire, personnellement, il me plaît beaucoup. Voilà, revenons à nos moutons. Le châssis, donc on a fait le dessous. On va aborder directement les moteurs. Donc les moteurs, ce sont des... Est-ce qu'on va réussir à faire la mise au point? La question habituelle. Des bimotors. Donc j'ai pas fait mon boulot de journaliste entre guillemets jusqu'au bout. Je sais pas si c'est une marque de chez eFlight. Bref, ce sont des bimotors 1104 4200 kV. Et donc, et même pour du 4S, sauf que ça fait pas haut en kV. Et même si c'est bas, justement, on devra avoir un peu plus de couple. Je trouve que l'engin manque un petit peu de couple. En tout cas, au décollage, l'overpoint est plus bas que les autres Toothpick que j'ai testés. Et dès qu'on coupe les gaz, ça a tendance à retomber un petit peu comme une pierre. À ce sujet-là, le Toothhawk a un idle, des shots, enfin le mid-throttle qui est assez haut. Donc je pense que ça compense aussi. Je pense qu'on peut compenser un petit peu cet effet de chuter comme une pierre en remontant un petit peu le ralenti. Pas trop non plus pour pas que ça nous gêne sur les figures à 0 throttle. Mais l'ensemble pèse son poids. Le Turbo-Bill est annoncé à 56 grammes environ. On le pèsera tout à l'heure. Donc avec la lipo, ça fait nettement plus. Et donc c'est tout de suite moins comparable aux autres Toothpick en 2 et 3S puisque les lipos viennent plomber le poids. Mais on gagne en performance, forcément. Et donc oui, sur le dessous, la vis que j'avais perdue en volant, c'était celle-ci. Et d'ailleurs, ça a fait que sur un... Alors, c'était suite à un crash, mais la vis ne s'est pas cassée dedans. J'ai pas retrouvé la vis, donc je peux pas vous dire si elle a été cassée. Mais du coup, avec le crash, la canopie s'est soulevée et j'avais débranché l'antenne là en UFL. Mais pareil, on y reviendra après. Avant de le démonter, quand même, ce qu'on peut faire, c'est le peser. Et donc là, en ordre de vol, sans lipo, on est à 60,1. Il est annoncé à 56,4 dans les specs. Bon, on n'en est pas loin. 60,1. Si on compare par rapport au Toothhawk, juste comme ça, à titre de comparaison, on est 8 grammes moins lourd sur le Toothhawk. Et par contre, là, on a des lipos. Donc pour les Ministar, 60 grammes. Voilà, donc on vient doubler le poids. 60 grammes pour les CNHL et 51 grammes pour la Tattoo. Donc clairement, l'avantage à la Tattoo, sachant qu'en vol, les deux volent plutôt bien. Donc même si on a un petit peu plus de perf finalement, parce que j'ai pas eu de grosse différence sur les CNHL, les Tattoo sont moins lourdes. Alors qu'en 2S, pour la même capacité, on est à forcément quasiment 2 fois moins, 2 cellules en moins. Donc voilà, tout s'explique. Après en vol, c'est pas du tout le même comportement, hein. On peut juste comme ça. Hop. Voilà, 110 grammes en ordre de vol. Ça se sent tout de suite, hein. Quand on l'a en main, l'engin, il est plus lourd que les Toothpick que j'ai pu avoir jusque là. Donc ensuite, le châssis en lui-même, voilà, il est fait d'une bottom frame unibody, comme je vous le disais. Et sur le dessus, on a juste une entretoise ici, qui mesure... Voilà, on est sur du 2 cm. Et le reste est constitué d'une canopie en TPU qui est plutôt bien imprimée, honnêtement. Je trouve que c'est plutôt bien imprimé. Elle tient la caméra avec 2 vis.
Deux vis qui tiennent bien, la caméra ne bouge pas. Une fois que c'est bien serré, c'est bien incliné, on peut vraiment tilter énormément. Et honnêtement, vu comment ça bombarde, on peut tilter plus. Dernier vol que j'ai fait, c'était en bandeau, donc là pour le coup, elle n'est pas trop tiltée. Ensuite, on a les petits supports d'antenne Diversity. Donc là, c'est un XM+, comme je vous le disais, qui était fourni avec. XM+, que j'ai dû démonter, vous allez voir, il est en dessous pour flasher en EULBT, parce que ma radio est en EULBT. Mais sauf que niveau finition, c'est quand même super clean d'avoir ces petits... voilà, ça vient protéger les antennes, ça donne du style, je trouve. C'est bien pensé. Et ça tient bien, le TPU est vraiment... Honnêtement, tout tient bien. Donc on va enlever cette petite canopie. Donc pour enlever la canopie, on a une vis ici à défaire. Et la canopie tient très bien aussi l'antenne du VTX. Point négatif que j'avais noté sur le TOUS Hawk, où l'antenne venait se balader dans les hélices. Et ensuite, on a deux vis ici à défaire avec un petit écrou en nylon à l'opposé. Et donc, une fois que ça c'est fait, voilà, on peut défaire la canopie. Alors tout est un petit peu fixé et serré dessous, on va pas trop tirer. On a en dessous, comme je vous le disais, le RXSR qui est bien installé en dessous là, avec une petite languette, il ne bouge absolument pas. Pour le retirer et le flasher, j'ai dû défaire donc la caméra, donc deux vis à enlever. C'est pas bien compliqué. On va pas s'attarder là parce que de toute façon la stack, je vais pas m'amuser à la démonter. Ça va être, je vais vous expliquer les différents éléments et je vais vous donner aussi mon avis sur un des petits points négatifs. Même si a priori c'est peut-être juste branché. On a une stack, donc voilà, c'est une stack au format 16 par 16 mm, donc ça c'est du classique hein, sur ces petits quads, 16 par 16 mm. Tout en haut on retrouve le VTX, donc c'est un VTX de chez eFlight, le SUX6, je sais pas trop comment on prononce, donc c'est un micro VTX avec une antenne au format UFL, donc qui sur les crashs, il faut faire attention, hop voilà, ça a tendance quand même à venir se débrancher. Faut penser à la remettre parce que je sais pas s'il a une protection thermique, pour éviter qu'il s'achauffe trop et de cramer les composants. Donc il est compatible Smart Audio, il est relié à l'AFC, Smart Audio, non, je me suis fait avoir au début, je cherchais dans l'OSD, donc OSD actif sur l'AFC, je cherchais le Smart Audio, il n'y a pas les paramètres, c'est de plus en plus rare je trouve sur du Tramp IRC, mais au moins on peut régler donc les différents paramètres, la bande, les bandes, les canaux et surtout la puissance en 25, 100 ou 200 mW, ce qui est non négligeable parce que ça va vite et on peut tout de suite aller assez loin. Malgré cette petite antenne linéaire qui quand même porte assez loin lorsqu'on n'a pas trop d'obstacles, et surtout la puissance fait que quand on a des obstacles on capte un peu mieux quand même que le TOUS Hawk. Ensuite les canaux, les bandes, je voulais pas, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a la race band et ça c'est le principal. Donc on a le petit VTX là sur le dessus. Bon, je vais regarder si on peut juste lui le démonter. Donc ces 4 écrous là, ce sont les 4 seuls écrous qui tiennent toute la stack. Donc une stack entièrement soft mountée. Donc vous allez voir que ça bouge un petit peu, enfin un petit peu, c'est assez souple, donc je pense que ça vient quand même encaisser les chocs. Mais j'ai déjà eu des cas sur d'autres quads hein, où bon, c'était plutôt des 5 pouces et des quads assez lourds, ou sur des chocs assez violents et rapides, ce genre de stack vient se casser. Et là, comme tout est branché d'une carte à l'autre avec des broches et des prises femelles, si on casse ça, derrière la réparation c'est assez compliqué. Et pour peu que là, pour la maintenance ce soit soudé, on va voir ça assez rapidement. Donc ces cartes là, faut faire attention quand on les enlève, faut les enlever bien droites. D'ailleurs là je vous ai pas signalé, ah oui, c'est soft mounté donc ça va pas venir. Ok voilà. Donc bon, déjà bon point, j'étais pas certain de savoir si c'était branché ou soudé. C'est branché, donc il faut faire attention en enlevant et en remettant, de pas faire trop ça de travers parce que sinon on peut venir plier les petites pins donc ils viennent se brancher sur la FC. Donc le remplacement du VTX se fait sans soudure. De toute façon, tout est soudé donc sur la FC, sur laquelle on va arriver tout de suite. Donc la FC, c'est aussi une eFlight SUX6 et c'est la F4. Donc c'est un processeur F4 dessus avec un gyroscope MPU 6000 et comme je vous le disais, donc voilà, un OSD embarqué. On a également deux UART. J'ai pas fait attention si on avait la télémétrie. Non, il n'y a pas de télémétrie sur le XM+. En tout cas, il y en a déjà un qui est pris pour l'IRC Tramp et certainement l'autre pour le récepteur radio. Donc voilà, a priori c'est pas très évolutif en termes de configuration. On a également un bec 5 volts 2 ampères donc qui doit alimenter la petite caméra. La caméra on n'en a pas parlé, turbo EOS 2 de chez Cadix. Vous l'avez déjà vu dans des Battlecam, ça fait du bon boulot, c'est du bon matos et c'est très confortable à voler sur des petits engins comme ça. Et donc cette EFC, donc eFlight SUX6 F4, elle est flashée sous Betaflight, c'est une Target Matek F411 en version 4.02 de Betaflight.
Ce ne sont pas les PID d'origine. J'ai pas comparé s'il y avait un gros delta par rapport à ceux d'origine. Comme d'hab, je vous mets le diff et le dump dans l'article. Quoi qu'il en soit, c'est un point qui pour moi est à perfectionner. Les PID, en tout cas en 4S, j'ai pas volé en 3S à vrai dire, j'ai fait que du 4S. Ça vole bien, mais je trouve que ça va pas spécialement là où on veut, ça a tendance à dériver. C'est pas hyper loqué. Ceci dit, ça ne vibre pas. Voilà, il y a un petit travail de PID à faire là-dessus. Et comme chez Beta FPV, ils sont clairement moins bons que chez Emax où vraiment le Tooth Hawk, je me fais encore énormément plaisir à voler avec. Et donc la FC sur laquelle tout est soudé, tout juste le récepteur, la caméra elle est branchée, donc la maintenance finalement est pas trop compliquée puisqu'il suffit de venir dépiler les cartes les unes des autres. Voilà, mais le seul risque c'est que sur des crashs, ça vienne comme ça bouger. On est sur de la visserie métal, donc normalement la visserie métal elle ne casse pas, même si elle est très petite. Mais bon, c'est quand même un risque à prendre en compte parce qu'une fois que ça s'est cassé, il faut changer au moins la carte sur laquelle les pins sont cassés. Et ensuite, donc sous cette EFC, on retrouve des ESC de la même marque et même modèle, des E-Flite Succix, et ce sont des 12 ampères. 12 ampères, pas de burst annoncé, Itoon sous BLLIS en D-Shot 600. Ça vole plutôt pas mal hein, là-dessus, je pense pas que ce soit ça qui nuise aux performances du quad. Je pense que c'est principalement une question de réglage. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas abordé les hélices en pensant la consommation à l'ampérage. Voilà, les hélices, on peut voir, elles ont quand même bien morflé. Elles sont nettement moins solides que les Havane sur le Tooth Hawk. Ça vole bien. Dès qu'elles sont abîmées, on le ressent à l'oreille en tout cas. Dans les DVR, j'ai pas trouvé que c'était trop choquant. Mais voilà, elles sont relativement fragiles. Elles se plient, elles ne se cassent pas. Mais pour le coup, elles se tordent et elles s'abîment toutes. Voilà, bon, c'est pas caréné. J'ai pas fait attention au prix des hélices. Ils en fournissent 4 de rechange. Et donc ces hélices, je vous ai pas mentionné le modèle et la taille, ce sont des HQ, donc en bipale comme vous pouvez le voir, de 65 mm. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la partie banc. Donc un look qui me plaît beaucoup personnellement. Des composants donc plutôt bien installés dans la canopie, une bonne caméra, le RX, voilà, c'est pas top le XM, mais on peut largement mettre un RXSR pour ceux qui veulent. Tout de suite, ça alourdit la facture, donc j'imagine que c'est pour ça que tous les constructeurs s'orientent vers le low cost chez FrSky. La stack, en soi, c'est pas du matos le plus haut de gamme possible. Ça a pas l'air mauvais, juste voilà, l'assemblage avec les pins, ça facilite la maintenance. C'est peut-être un petit peu plus fragile à voir dans le temps. Sur ce, je vais remonter tout ça et je vous donne mon avis en face caméra. Donc ce petit Turbo Bee, pour faire court, c'est pas un gros coup de cœur. Ceci dit, j'ai pris vraiment pas mal de plaisir à voler avec durant une douzaine de libos pour le moment. Une chose que je peux vous dire, c'est que clairement, il est plus rigide et plus solide que le HX100 que finalement j'avais cassé juste après avoir fait la review. En tout cas, j'avais cassé le châssis et 2 moteurs, certes sur plusieurs crashs, dont un gros crash. Mais ce Turbo Bee, il a subi pas mal de crashs sur du dur et plus ou moins vite. Et pour le moment, le châssis, il n'a pas bronché. Seul petit reproche que je pourrais faire à ce châssis, c'est les bouts des bras qui ne protègent pas assez les moteurs, contrairement au HX100 qui de ce côté-là est plutôt bien loti. Ensuite, niveau rigidité, je pense quand même qu'ils ont eu quelques casses, puisque chez E-Flite, ils ont déjà fait une nouvelle version de la frame avec les bras renforcés à l'intérieur, un petit peu comme on retrouve sur le Tooth Hawk. Ensuite, niveau comportement en vol, au début j'ai été relativement surpris parce que le point de décollage, donc avec des 4S 450 mAh comme c'est conseillé par le constructeur, il est relativement lourd et le point de décollage au niveau des gaz est plus haut que sur le HX100 ou sur le Tooth Hawk. Et du coup on se retrouve avec une courbe de gaz utile qui fatalement est réduite et je trouve ça un petit peu dommage au pilotage. Et également, comme il est plus lourd, il a tendance à retomber entre guillemets comme une pierre. Quand on est habitué au HX100 ou au Tiny Hawk Freestyle qui ont tendance à planer, surtout que le Tiny Hawk Freestyle il a un idle des shots qui est relativement élevé, c'est l'équivalent du ralenti, un ralenti moteur, la vitesse à laquelle tournent les moteurs lorsque le gaz est à zéro. Et le Turbo Bee, il a tendance à tomber. Peut-être qu'on pourrait tricher un petit peu en montant un petit peu sur ralenti. Après, une fois qu'on a pris le coup sur les gaz, voilà, on les remet pas forcément trop vite à zéro. Et ça vole quand même plutôt bien. Je dirais en termes de réglage que c'est ni mieux ni moins bien que le HX100. C'est des réglages assez moyens comme chez Beta FPV. Et c'est beaucoup moins plaisant, en tout cas à mon goût, à voler que le Tiny Hawk Freestyle qui pour moi est nettement mieux réglé. Après, c'est un peu biaisé parce que là, on a une lipo en dessous. Le comportement en vol n'est pas le même. Le Tiny Hawk Freestyle est plus léger. Il vole en 2S et il a une lipo sur le dessus. Après voilà, on a une finition qui est plutôt clean, on a une jolie canopie qui est bien imprimée, qui est relativement solide
qui a des supports pour fixer l'antenne du VTX, les antennes du RX. Donc c'est globalement bien pensé. La stack est full soft mountée. On a des vis métal, mais on a trois cartes qui sont reliées entre elles, donc sans soudure, une maintenance assez facilitée, mais par des broches. Et j'aurais préféré des connecteurs parce que les broches, lorsqu'on est sur des gros chocs, si les cartes se séparent un petit peu ou se tordent, et ben les pins ont tendance à se casser. Et ça, pour le coup, en réparation, c'est une vraie plaie. Et en général, il faut changer la carte. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur les DVR, la réception sur mon masque n'était vraiment pas très bonne. C'est pas lié à celui-ci, parce que ce soit en 25 ou 200, je pense qu'il aimait mieux que le TOS Hawk. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo en comparaison là quelque part du TOS Hawk dans le même bandeau, le même jour du test du Turbo Bee, et vous allez voir que je captais encore moins bien qu'avec le Turbo Bee. Je pense que cette bécane là en 4S, vraiment, elle est faite pour s'exprimer en extérieur, pas en intérieur, pas en bandeau, peut-être pas en gymnase. On va pouvoir évidemment, ceci dit, je l'ai pas testé en 4S, peut-être que c'est plus intéressant, mais je pense que vraiment dehors, ça risque d'être une petite fusée encore plus agréable. Et dès que j'aurai l'occasion, j'irai voler dehors et je vous ferai sûrement un petit retour à ce sujet-là. Je pense qu'on va le garder, ce petit poil-là. De toute façon, il a déjà pris quelques chocs, donc il n'y a pas de gros intérêt à vous filer ça en giveaway. Et encore que, on verra. Là, je vois la caméra en le regardant. Pareil, la caméra nettement mieux que le TOS Hawk, même à Cabic le HX600, même que si le HX600 est mieux quand même avec la Runcam. Là, on est sur une Caddx EOS2. C'est vraiment une bonne caméra. On l'a déjà vu dans d'autres Tiny Whoop. Et dans les Battle Cam, c'est une caméra qui a de bonne qualité. Donc voilà, pour une centaine d'euros en fonction des codes promo, je pense que ça reste une petite bécane intéressante, surtout pour ceux qui veulent voler dehors et voler vite. Là, on peut mettre un gros tilt sur la caméra. Voilà, c'est un pote qui est sympa. C'est pas mon gros coup de cœur personnellement, mais ça reste une bonne bécane et c'est pas un quad à éviter. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, je mettrai les points négatifs, les points positifs et tous les détails techniques dans l'article sur le blog avec la note finale, donc n'hésitez pas à aller le consulter. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur le quad, sur la vidéo, sur les prochains tests à venir si vous avez des idées. Voilà, vous me laissez un petit commentaire juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.